Une fois de plus, bienvenue. Mesdames et messieurs, vous regardez le grand débat économique sur les antennes de For You Media Africa. Il est avec nous cet après-midi, notre consultant permanent, Monsieur Achille Eke. Vous êtes banquier et expert en haute finance. Vous êtes basé aux États-Unis, plus précisément à Washington. C'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Bonjour Madame Mouto, bonjour à toute l'équipe de For You Media. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver ce matin, ce matin à Washington, qui est, je crois, 15 heures au Cameroun en ce moment, 15 heures à 28 minutes au Cameroun. Donc, je suis prêt à vous apporter mes analyses, mes opinions par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de la finance. Merci. Merci, monsieur Eke. On va aller droit au but à présent. On va s'intéresser à ce premier sujet, notamment le focus sur les dettes occidentales. On met en accent particulier sur la dette française. Eh bien, au sein de l'Union européenne, la dette publique des États a amorcé une trajectoire de baisse depuis 2021, une tendance qui s'est poursuivie jusqu'en 2023. L'effet de la relance économique post-Covid, mais aussi l'inflation explique ce phénomène. La dette publique s'établit en moyenne à 83,7% du PIB dans l'Union européenne au premier trimestre de 2023 contre 87,4% au premier trimestre 2022, soit plus de 13 500 milliards d'euros. Sa baisse est également observable dans la zone euro. Dans les 19 pays, la Croatie a adopté la monnaie unique. Le 1er janvier 2023, le pourcentage de la dette publique par rapport au PIB est passé de 95,0% au premier trimestre 2023 contre 91,2% au premier trimestre de l'année précédente. En France, la dette publique a atteint les 3013,4 milliards d'euros le 31 mars 2023, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques. Cette dette s'élève ainsi à 112,5% du PIB, près d'un point de pourcentage, plus qu'à la fin 2022, 2950 milliards d'euros, fin 2022, 3013,4 milliards le 31 mars 2022. La dette publique française, au sens de Maastricht des administrations publiques, continue sa croissance. Le déficit public, quant à lui, avait baissé en 2022 à 4,7% du PIB, après 6,5% du PIB en 2021 et même 9% en 2020. Cette légère amélioration s'explique notamment par la bonne tenue de cette recette. Voilà, c'est la situation qui prévaut actuellement en Europe. Eh bien, la dette publique, celle de la France, monsieur, et que selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, la dette publique française a atteint les 3013,4 milliards d'euros au premier trimestre de l'année courante. C'est énorme, monsieur, comment comprendre? Ben écoutez, c'est une épidémie qu'on constate dans tous les pays occidentaux aujourd'hui par rapport à la dette. Et bon, cela peut s'expliquer, mais pour revenir un petit peu à votre question, je pense que l'Union européenne, il faut déjà qu'on explique un petit peu quelle est la différence entre l'Union européenne et l'euro, et les pays de la zone euro, parce que ça permet de comprendre un petit peu les données. L'Union européenne, c'est une union politique, n'est-ce pas, et économique de 27 pays d'Europe. Alors, donc, la zone euro est un sous-ensemble de ce groupe de 27 pays-là. Celui-là, la zone euro compte 19, n'est-ce pas, de ces 27 pays. Et donc, tous ces 19 pays utilisent l'euro comme monnaie commune. Donc, il y a des critères d'adhésion pour faire partie de l'euro. Il y a des critères d'adhésion. Il faut déjà être membre de l'Union européenne, ensuite remplir cet nombre de critères d'adhésion pour pouvoir faire partie de la zone euro. Alors, également, la zone euro est gérée par ce qu'on appelle la Banque centrale européenne. Donc, son rôle est de gérer la politique monétaire de la zone. Et donc, alors, si on analyse au premier trimestre 2023, les résultats, comme vous avez mentionné plus tôt, par rapport à la dette de ces pays d'Europe, là, le ratio de la dette brute, n'est-ce pas, de ces pays,
s'élève environ en termes de dette par rapport au PIB. C'est pas la dette par rapport au PIB s'élève environ à 91%. You know, ça, c'est à la fin du trimestre 2022. Oui. Maintenant, l'Union européenne à lui seul a un ratio de 84%. Ce qu'on remarque, c'est que dans toute l'Union européenne, prise ensemble, vous donne un ratio d'environ 84%. Donc 84%, c'est un agrégat pour tous les pays de l'Union européenne. Et voilà. Alors, si on compare l'Union européenne, donc la dette de l'Union européenne par rapport aux États-Unis, qui font partie des pays de l'OCDE, qui fait aussi partie de l'OCDE, et bien, la dette américaine, qui est estimée à environ 33 000 milliards aujourd'hui, représente 120% du PIB, n'est-ce pas, des États-Unis. Ça, c'est une information par rapport au Fonds monétaire national, ce qu'on a obtenu au Fonds monétaire national. Donc, ce qui montre que, n'est-ce pas, toute l'Union européenne et tous les Américains sont vraiment dans une situation de dette qui est assez cruciale, qui demande à pouvoir prendre des mesures drastiques qui font que tout le monde entier subit un petit peu n'est-ce pas, ces mesures-là. Pour revenir à la France, récemment, le ministre, n'est-ce pas, de l'économie a annoncé que la France va lever 285 milliards, n'est-ce pas, par rapport au budget de l'année 2024. Voilà, de 2024. Et ceci en hausse par rapport au budget de 2023 qui était déjà ils avaient déjà emprunté 270 milliards en 2023. Donc, ça montre qu'il y a toujours un fossé, n'est-ce pas, qu'il faut combler, et les recettes fiscales françaises n'arrivent pas encore à le faire. Et donc, c'est vrai que la France n'est pas le seul pays qui est dans ce cas, n'est-ce pas? On peut citer les pays qui sont le top 4 de la dette, n'est-ce pas, en Europe, c'est-à-dire la Grèce, je veux dire, la Grèce, qui est à 171% de son produit intérieur brut, ce qui est fantastique, ce qui est énorme. L'Italie à 145%. On peut parler également du Portugal, qui est environ 114%, et de l'Espagne, qui suit également avec 113%. Donc la France est dans le 4e ou 5e rang avec 112%, suivi par la Belgique. Ça, ce sont les données, n'est-ce pas, que nous avons obtenues au niveau du Fonds monétaire international. Donc, ça pose problème. Ça pose problème parce qu'effectivement, pour faire des prévisions budgétaires et espérer pouvoir les atteindre, eh bien, si les recettes, n'est-ce pas, que le gouvernement français reçoit continuent à être inférieures, n'est-ce pas, aux dépenses, eh bien, ça va être un grand problème structurel pour ce pays, pour la France, parce qu'elle ne pourra pas atteindre, n'est-ce pas, ses objectifs, ce qui forcera la France nécessairement à prendre des décisions drastiques pour les populations, et ça, c'est quelque chose qu'on commence à sentir, qu'on a vu depuis n'est-ce pas, les gilets jaunes qui sont sortis avec tout ce qui s'est passé, avec le Covid et etc. Donc, mais ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer d'une façon ou d'une autre, simplement par le fait que, déjà ce montant historique de prêts qu'ils vont prendre va être quelque chose d'assez indispensable, parce que il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles la France est obligée de faire ce qu'elle fait aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a la crise sanitaire de 2020 n'est-ce pas, qui est arrivée et qui a conduit à une augmentation des dépenses publiques, notamment pour financer les aides aux entreprises, pour aider les ménages qui ont été touchés par la pandémie, n'est-ce pas? Ensuite, la guerre en Ukraine. On sait tous que la France et d'autres pays européens sont directement impliqués dans le conflit en Ukraine. Donc, ceci a un effet sur les finances publiques, parce que la France a dû fournir, n'est-ce pas, de l'aide militaire, humanitaire à l'Ukraine, et également financer les sanctions contre la Russie, notamment les sanctions contre le gaz, le pétrole et tout ce qu'on connaît. Donc, ajouté à cela, la France a également subi un problème de croissance économique qui est très faible, notamment ces dernières années.
et qui donc a réduit les recettes fiscales de l'État. Et on peut en dernier ressort ajouter également le vieillissement de la population, n'est-ce pas, européenne. Oui. Hein, le vieillissement de la population européenne, il va entraîner une augmentation, n'est-ce pas, des dépenses publiques et, n'est-ce pas, par rapport à la retraite, n'est-ce pas, de cette population vieillissante. Donc, ces dépenses vont avoir un effet important sur les finances publiques et contribuer à augmenter la dette publique. Donc, je sais que, voilà, on rappelle qu'il y a 10 ans, à la sortie de la crise des dettes souveraines, l'économie de la France affichait fière allure, alors qu'aujourd'hui, sa dette est supérieure à 100% du PIB. Comment expliquer un tel glissement en une décennie? En effet, la dette publique française a augmenté de 10% ces 10 dernières années, n'est-ce pas? Ce qui était de 90% de son PIB dans les années 2003 pour être à 112% aujourd'hui, c'est énorme. Bon, on peut expliquer tout cela, comme je vous ai dit tout à l'heure, par, n'est-ce pas, les différentes crises que le pays a dû subir, c'est-à-dire la crise sanitaire, évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure. Bon, on peut mentionner également la crise de 2008, n'est-ce pas, la crise des subprimes de 2008. Bon, évidemment, la guerre en Ukraine, ça c'est évident. Donc, c'est vraiment ces facteurs-là. Je pense qu'il y a également le fait que la France est un pays qui s'occupe énormément n'est-ce pas, de ces populations, et en plus travaille moins. Ces populations travaillent moins par rapport à d'autres pays en Europe. Vous voyez un pays comme la France qui travaille en minimum 35 heures par semaine, alors que tous les autres pays au monde sont au-dessus de 40 parfois dans certains pays. Ça montre qu'effectivement, n'est-ce pas, il y a un problème structurel dans l'économie française qui, avec le temps, va avoir un impact négatif, n'est-ce pas, sur l'équilibre, n'est-ce pas, budgétaire de ce pays. Donc, je pense que des réformes sérieuses doivent être prises, ce qui ne sera pas facile, mais il va falloir bien y arriver, parce qu'en fait, à cette allure, on voit déjà le pays comme la Grèce, qui est à 171% de son PIB, et qui sont obligés de travailler jusqu'à 74 ans, par exemple, pour aller à la retraite. Vous voyez? Donc, il faut bien financer la retraite, il faut bien financer, n'est-ce pas, l'administration et tous les services publics, n'est-ce pas, dont les populations ont besoin. Mais si la vieillesse de la population n'est-ce pas, continue à aller, on sait très bien que la France, le taux de natalité est très faible, et puis ils ne sont pas très pro-immigration, un petit peu comme les Américains qui acceptent l'immigration, n'est-ce pas, parce que ils comprennent effectivement qu'en réalité c'est les immigrés qui permettent de pouvoir maintenir la puissance américaine. Donc voilà, donc ce sont les difficultés que la France va faire face. Donc ça peut s'expliquer par rapport à tous ces facteurs-là. Donc le fait que ces 10 dernières années, la France puisse passer d'un ratio de dette par rapport au PIB de 90% à 112% aujourd'hui. Voilà. Alors, monsieur, et que tout à l'heure, vous avez évoqué la crise sanitaire. J'espère que vous ferez une référence au Covid-19. Et on constate que l'endettement a massivement accru après cette crise sanitaire. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, la France n'arrive pas à se relever? Qu'est-ce qui cloche? Oui, c'est les mêmes éléments, les mêmes facteurs dont je viens de parler qui ont des réverbérations. Absolument. Vous savez, ces économies sont des économies qui sont vieilles, qui sont des vieilles économies et qui n'ont pas beaucoup de possibilités de manœuvre, beaucoup n'est-ce pas, de champs de manœuvre. Donc, les décisions qui sont prises, notamment des décisions comme celle, n'est-ce pas, de financer les sanctions contre la Russie, ce sont ce qu'on appelle en anglais self-inflicted wounds, c'est-à-dire vous faites du mal à vous-même. Vous êtes obligé la France est obligée de dépenser des sommes qu'elle n'avait pas prévues, n'est-ce pas, pour soutenir ces sanctions qui ont un effet négatif dans l'économie française.
vous pouvez lever du jour au lendemain et décider de ne plus importer du pétrole, bien du gaz qui était moins cher venant de la Russie. Alors, tous les contrats gaziers qui avaient été mis sur pied pendant ce qu'on appelle les futures pendant des années, c'est-à-dire que les futures, c'est quoi? C'est que vous avez des contrats gaziers qui sont sur 10, 15 ans, peut-être même 20 ans, à des taux préférentiels qui sont négociés. Et du jour au lendemain, vous brisez, n'est-ce pas, ces contrats. Oui. Eh bien, il va falloir trouver un moyen pour remplacer ces, n'est-ce pas, ces contrats-là. Et ça, c'est pas évident parce que maintenant, le marché, les avantages que vous aviez lorsque vous avez signé ces futures, ces contrats futuristiques, ne sont plus là et vous avez l'obligation de continuer à honorer votre contrat. Or, là où vous devez acheter la matière première, ou plutôt le gaz ou le pétrole, à un taux préférentiel, aujourd'hui, vous devez dépenser des sommes faramineuses pour pouvoir acquérir ce même pétrole-là et satisfaire votre demande intérieure et extérieure. Oui. Donc, c'est une mauvaise décision et c'est pour cela que il est très imprudent pour les pays, notamment les politiciens, n'est-ce pas, de se lever un matin et de prendre des décisions alambiquées sans avoir réfléchi aux conséquences. On voit tous également que la guerre en Ukraine est en train de faire beaucoup de mal à l'économie européenne et américaine même d'ailleurs, parce que on observe un certain nombre de décisions aujourd'hui aux États-Unis, n'est-ce pas, notamment les populations américaines qui commencent à se rebiffer par rapport à cette guerre, par rapport au financement de cette guerre. Et M. Biden continue à vouloir financer cela, mais l'opposition commence à être grandissante, notamment dans le camp républicain, où près de 79 à 80% des républicains, n'est-ce pas, est absolument contre le financement de cette guerre. Donc, voilà, c'est simplement des mauvaises décisions qui sont prises et qui ont un impact négatif, n'est-ce pas, sur le budget de ces États-là. Voilà, monsieur, que pour sortir de cette thématique, notamment la dette publique française, on se souvient que l'année dernière, Bruno Le Maire, ministre français de l'économie et des finances, avait déclaré, je cite, « Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe ». Fin de citation. Eh bien, aujourd'hui, on constate que la croissance économique de la Russie va dépasser celle de la zone euro malgré les sanctions occidentales. Qu'est-ce qui explique cela, monsieur Eke? Alors, comment Oui, mais déjà, la guerre en Russie n'a pas été imposée par l'extérieur. C'est la Russie qui a décidé, en son propre temps, n'est-ce pas, d'envahir, n'est-ce pas, de protéger les populations russophones, du Donbass, qui ont été, n'est-ce pas, décimées, n'est-ce pas, depuis 2014. Alors donc, cette intervention russe a été bien préparée et en termes de bonne préparation, on va dire que la Russie, au niveau de sa dette, est le pays européen qui a le niveau de dette le plus bas, le ratio de dette le plus bas. Vous voyez, dans toute l'Europe. Oui. Le ratio de la dette par rapport au PIB de la Russie est de 17,2%. C'est le plus bas dans toute l'Europe. Alors, ça veut dire que ce pays s'est bien organisé. Elle s'est assurée, n'est-ce pas, d'être capable de s'auto-gérer pendant des années, s'il le faut, et en protégeant ses populations, en protégeant les populations russophones de cette zone de Donbass. Elle savait très bien que les Européens devaient l'attaquer, devaient la sanctionner, etc. Et donc a pris des mesures avant-gardistes et s'est organisée pour que les populations russes, n'est-ce pas, n'en souffrent pas beaucoup. Donc alors ce que monsieur le maire a dit, c'était aujourd'hui on se rend compte que c'était une mauvaise analyse. Effectivement. Et c'est fait dans tout l'Occident. Retournement de situation. Pardon? Retournement de situation. Oui, absolument, un retournement de situation parce qu'ils ont très mal analysé. Ils se sont dit que la Russie de 2022 ou de 2021 était la même Russie de 2014 quand ils ont infligé des sanctions contre la Russie à l'époque et qui a fait souffrir la Russie pendant quelque temps. Donc, M. Poutine a été proactif et s'est assuré que, n'est-ce pas, les populations russes, cette fois-ci, ne seraient pas prises, n'est-ce pas, dans ce genre de d'imbroglio, au cas où
l'Union européenne et les Américains venaient à la sanctionner. Aujourd'hui, on voit que c'est l'envers, c'est le boomerang, en fait, qu'on constate. Oui. Les Européens aujourd'hui sont ceux qui souffrent, mais comme ils ont un ego surdimensionné, ils ne veulent pas arrêter cette guerre Voilà. de perdre de place. On observe qu'ils continuent à aller dans le mauvais sens, alors qu'ils savent très bien qu'il faut arrêter cette guerre et passer à autre chose. Voilà, donc c'est de la bêtise, tout simplement. Merci, monsieur Eke. On parle à présent des marchés financiers. Vous qui êtes expert et basé aux États-Unis, notamment à Washington, monsieur Eke, quelle est la situation des marchés financiers aujourd'hui à New York? Alors, c'est une mauvaise nouvelle ce matin. Les marchés financiers sont en baisse aujourd'hui. N'est-ce pas, notamment le CAC 40, qui est la bourse de Paris, qui a baissé de 1,5%, le Dow Jones. Alors ça, ce sont les noms des indices, en fait. Le Dow Jones, qui est l'indice majeur de la bourse de New York, est aussi en baisse de 1,8%. La bourse japonaise, le Nikkei, est également a perdu 2,2% aujourd'hui. Et on constate, aux États-Unis, en ce moment, il est 10h50. Oui. Les marchés ont ouvert à 9h30, donc environ plus d'une heure de temps aujourd'hui maintenant. Et la bourse américaine est toujours en baisse, et nous sommes vendredi aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons également les données, n'est-ce pas, du ministère des Finances, qui annonce, n'est-ce pas, une augmentation, n'est-ce pas, ou plutôt le nombre d'emplois qui a été créé le mois dernier s'élève à 336 000 emplois qui ont été créés, qui est largement au-dessus de ce qui était attendu, et ce qui permet de maintenir le taux de chômage à 3,8%, qui reste inchangé. Bon, en tout cas, les marchés financiers aujourd'hui, on peut regarder ça sur trois angles. D'abord, comme on a dit tout à l'heure, les marchés financiers, d'abord, purement les marchés de stock et la bourse au total, de tous ces pays-là. Ensuite, les matières premières. Et en termes de matières premières, il faut parler, n'est-ce pas, du baril de pétrole. Oui. Le baril de pétrole, lui également, il a chuté de 2,5% et il est à $91 aujourd'hui, le baril. Alors que l'or également a chuté de 1,5% à $1,725 l'once. Ça, c'est pour les investisseurs qui sont véritablement intéressés par l'investissement dans le pétrole et dans l'or. Bon, on peut expliquer cette baisse, comme j'ai dit tout à l'heure, par la demande mondiale de matières premières, qui baisse régulièrement, et évidemment la guerre en Ukraine en est également un élément important. Le marché d'échange, par contre, est en hausse aujourd'hui. Le dollar américain est en hausse, atteignant un sommet, n'est-ce pas, de plus de 20 ans aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque le dollar augmente comme ça, l'euro en pâtit. L'euro, par contre, a chuté de 1,2% par rapport au dollar, ce qui montre que le marché américain, l'économie américaine est déjà à un niveau, n'est-ce pas, qui commence à poser des problèmes pour la zone euro. Le marché américain est solide, n'est-ce pas, tel que les chiffres de l'emploi aujourd'hui publiés nous le montrent. Oui. Le marché américain est très solide, et la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, ainsi que le marché très attractif des investisseurs, n'est-ce pas, aux États-Unis, sont des facteurs qu'on peut énumérer comme raison pour cette forte croissance, ou bien cette puissance du marché américain. Voilà. Maintenant, intéressons-nous à l'Afrique, messieurs, et que nous savons bien que le continent africain est un producteur de matières premières comme le pétrole, le gaz. Quelles sont leurs situations sur les marchés, sur les marchés des matières premières? Bon, oui, mais vous savez que les matières premières,
toutes ces matières premières sont cotées dans les bourses en Europe. Donc, les Africains ne contrôlent pas le marché, n'est-ce pas, de ces produits qu'ils vendent là. Donc, ce qui fait que la marge de manœuvre est très faible, est absolument pratiquement nulle en ce qui concerne l'Afrique. Donc, l'Afrique, véritablement, n'a pas encore la puissance nécessaire pour pouvoir infléchir sur le cours des marchés, bien que étant producteur de ces matières premières là. Donc, ce qui fait que il y a un travail que nos gouvernements doivent faire pour pouvoir se mettre, n'est-ce pas, au niveau de pouvoir compétir avec les marchés européens et les marchés américains. Voilà, M. Mekker, on va sortir avec cette question après ces analyses et au regard de la situation du Speaker of House, qui est la troisième personnalité dans la succession aux États-Unis, qui a eu lieu le 3 septembre dernier. Quel peut être l'impact financier et économique de ce vote sur l'économie américaine et même mondiale? Oui, c'est un facteur important. Vous savez, des moments historiques comme ce que nous avons vécu avec la destitution du Speaker of the House par ses propres membres, le camp républicain, ça met un frein à un certain nombre de, je veux dire, de lois qui devaient être votées par le Congrès pour à la fois financer l'économie américaine, financer la guerre en Ukraine, n'est-ce pas, dont le président Biden est très attaché, et puis permettre de pouvoir diminuer la dette, essayer de voir comment diminuer, réduire la dette américaine. Donc en fait, le grand problème ici, c'est que le camp républicain, ou bien une bonne partie du camp extrémiste républicain, ne voudrait pas continuer la guerre. Par contre, le Speaker of the House a été est favorable à ce que le gouvernement reste ouvert, parce que en refusant de financer la guerre en Ukraine, en refusant, n'est-ce pas, de donner au président Biden ce qu'il veut, eh ben ils sont dans le pays était dans une situation où il y avait blocage. Et si ce blocage persévérait, eh ben toute l'économie américaine serait en stand-by. Donc ce qui est très dangereux pour une économie de cette nature. Donc le speaker qui est bon, on va dire quelqu'un du sérail, n'est-ce pas, il maîtrise bien les rouages puisqu'il a été là pendant longtemps. Déjà speaker, il maîtrise bien les rouages de l'économie américaine. Donc lui, il a trouvé qu'il était bon de partiser avec les démocrates pour faire passer, n'est-ce pas, une loi qui permettait donc de pouvoir continuer à ouvrir l'économie américaine au monde. Et alors, ce groupe de républicains extrémistes là, qui sont pro-Trump, ils ont été très furieux par rapport à cette décision, le fait d'avoir travaillé avec les démocrates, et c'était quelque chose qu'ils avaient décidé de ne jamais pouvoir le faire, mais ils étaient obligés de le faire dans ce cas-ci. Et voilà que ils ont décidé donc dans leur parti, n'est-ce pas, de faire partir le Speaker of the House. Donc les conséquences de cette décision posent plus d'incertitudes au niveau des investisseurs et au niveau des marchés financiers. Donc une des raisons pour lesquelles, n'est-ce pas, les actions aujourd'hui sont en baisse, c'est justement par rapport à cette incertitude, puisque maintenant il va falloir trouver le prochain speaker, il faut passer à une nouvelle élection, ce qui ne sera pas facile parce qu'il y a beaucoup de tractations coulisses qui vont donc qui vont faire traîner, n'est-ce pas, cette élection, et ce qui va être toujours faire mettre l'économie américaine dans une incertitude que les investisseurs ne pourront pas tolérer, et les marchés vont refléter cela. Donc c'est un petit peu ce qu'on peut observer, mais grosso modo on peut dire que la baisse des coûts des actions va être l'une des conséquences de cette décision, la faiblesse de l'économie potentiellement également, et les taux d'intérêt qui seront plus élevés pour essayer de voir comment continuer à lutter contre l'inflation. Voilà un petit peu les conséquences qu'on peut observer. Bon, évidemment, le dollar pouvait être également une victime collatérale,
Mais comme on voit aujourd'hui, le dollar est un peu plus fort et a atteint un niveau de plus de 20 ans aujourd'hui par rapport à l'euro, ce qui montre que l'économie américaine quand même se porte bien. Mais il faut redouter que si la situation perdure, ça pourrait avoir un effet inverse par rapport aux attentes. Monsieur, avant de prendre la dernière thématique de cette émission, on veut bien savoir quelles sont les raisons qui ont boosté son départ. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le fait qu'il ait travaillé avec les démocrates pour passer, pour éviter ce qu'on appelle le shutdown, c'est-à-dire pour empêcher que le gouvernement, n'est-ce pas, ferme ses portes. Parce que dans la loi américaine, il y a bon, c'est un peu compliqué, mais il faut comprendre que pour continuer à financer, n'est-ce pas, le fonctionnement de l'État, il faut passer des lois, il faut passer des budgets, et à un moment donné, il y a une date de péremption de ces budgets-là. Et quand ça arrive, eh bien, il faut passer une autre loi pour continuer à faire fonctionner l'État. Mais si pour des raisons de politique politicienne où il y a des groupes, n'est-ce pas, de politiciens qui veulent faire un chantage au gouvernement actuel qui est en place, notamment l'administration Biden, eh bien, ils vont refuser de voter, n'est-ce pas, cette loi pour permettre à l'État de continuer à fonctionner normalement, et donc faire des demandes. Et en faisant donc, n'est-ce pas, ce genre en mettant ce genre de pression sur le gouvernement, eh bien, on arrive à une situation où parfois on a eu des cas de shutdown. C'est vrai que ça n'a pas duré, ça a duré quelques heures parfois, mais on redoute que cela continue à être le cas. Ça, c'est essentiellement les politiciens, les députés, n'est-ce pas, du camp républicain. Mais il faut se rendre compte qu'ils ont quand même certains points qui sont importants, notamment la dette. La dette américaine a battu tous les records, on est à 33 000 milliards aujourd'hui. C'est quand même faramineux. Il faut essayer de contrôler cette dette. Et surtout que dans le monde entier, le dollar se fait de moins en moins. Du moins, les gens ne veulent plus acheter beaucoup de dollars aujourd'hui parce que justement les décisions que les Américains et les Occidentaux ont prises par rapport à la guerre en Ukraine, par rapport à la Russie. Donc, beaucoup de pays du BRICS, des pays du Sud en général, ne veulent plus, n'est-ce pas, acheter du dollar et donc plutôt veulent se débarrasser des dollars. Donc, si la situation perdure, et le dollar va prendre un coup, ce qui fait que l'économie américaine va certainement prendre un coup plus rapidement que prévu, parce que, n'est-ce pas, l'Amérique vit, n'est-ce pas, sur sa puissance du dollar et pas sa puissance militaire. Donc, ce sont des éléments qui sont importants et qui font que si le gouvernement est fermé, pour quelque raison que ce soit, ça va avoir un impact sur l'économie américaine et sur l'économie mondiale. Donc, ce speaker-là a fait ce travail-là avec les démocrates et c'est ça qui rend les autres furieux parce qu'ils avaient décidé de ne jamais le faire. Voilà, donc voilà l'une des raisons. Merci, monsieur, et on va prendre la dernière thématique de cette émission juste derrière cette transition. Nous parlons du développement des fintech en Afrique dans cette émission pour bien sûr ressortir. Le terme fintech remonte aux années 1980, résulte de la contraction des mots finance et technologie en 1950 lorsque la carte de crédit a été inventée, la DAB, au GAB, distributeur automatique de billets et guichet automatique bancaire, a suivi
peu de temps après, dans les années 1990, le terme fintech désignait uniquement les nouvelles technologies permettant d'améliorer les processus financiers. Et ces dernières années, les fintech ont beaucoup fait parler d'elles. Avec la crise financière de 2008, de nombreux banquiers ont quitté les structures traditionnelles pour se lancer dans l'entrepreneuriat et repenser la finance pour rendre plus accessible et innovante. Objectif, se substituer aux banques à leur rapport des services de la valeur ajoutée. Le terme de fintech regroupe aujourd'hui à la fois les banques en ligne et les néobanques, les systèmes de paiement, les moyens pour investir, mais aussi plus largement les pépites liées à l'assurance. Les fintechs s'attaquent à des secteurs très régulés et institutionnels avec comme enjeu une nécessité de conquérir un volume important de clients derrière le modèle d'affaires souvent mis à l'épreuve de la rentabilité. La plupart s'avèrent gourmandes en capitaux et se financent via des levées des fonds. Voilà en gros, monsieur, ce qui constitue les fintech en Afrique. Pour avoir ample explication, qu'est-ce que c'est, monsieur, pour nos différents téléspectateurs, pour les édifier davantage? Oui. On a, alors, vous avez ces acronymes FinTech, vous avez GovTech, vous avez HealthTech. Alors, tous ces acronymes simplement signifient la technologie, n'est-ce pas, l'innovation technologique au service n'est-ce pas, de la finance, dans le cas des FinTech, des gouvernements, dans le cas des GovTech, de la santé, HealthTech, etc. En fait, ce sont des applications, n'est-ce pas, que les férus de technologie mettent en place pour apporter des solutions pratiques, n'est-ce pas, au quotidien, n'est-ce pas, des populations, n'est-ce pas, des peuples. Alors, on peut définir une entreprise fintech comme une entreprise technologique, n'est-ce pas, qui fournit des services financiers. Cela peut inclure une large gamme de services tels que les paiements mobiles, la banque numérique, les prêts et les investissements. Donc, ce sont des entreprises innovantes qui généralement perturbent, n'est-ce pas, les secteurs dans lesquels ils sont impliqués et offrent des services plus pratiques, plus abordables et accessibles, n'est-ce pas, aux différentes couches de la population. Voilà, donc en Afrique, aujourd'hui, comme vous avez dit dans votre reportage, bien évidemment, il y a beaucoup de fintech qui existent et on recense environ 2500 entreprises qui font dans ce domaine, la fintech. Mais avec des leaders, n'est-ce pas, dans le continent qui sont le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Maroc. Alors, le secteur de la fintech en Afrique, on peut par rapport à ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, on observe une croissance rapide, n'est-ce pas, de ces fintechs-là. Vous savez, il y a beaucoup de pays aujourd'hui, notamment le Kenya, le Nigeria, comme je disais tout à l'heure, qui ont véritablement leur Silicon Valley. Les Silicon Valley, c'est quoi? C'est la zone aux États-Unis où sont nées toutes ces grandes entreprises, où se retrouvent toutes ces grandes entreprises, les Google, Facebook, Apple et tout ça. C'est un endroit où ils sont concentrés et travaillent, n'est-ce pas, et compétissent en fait. Donc, on observe qu'on a ça dans plusieurs pays africains, au Cameroun également, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, partout là. Mais l'intérêt dans ces entreprises, c'est qu'elles offrent des possibilités de pouvoir, n'est-ce pas, apporter des solutions pratiques, n'est-ce pas, pour les consommateurs, notamment. Bon, il y a des pays, il y a ce qu'on appelait le M-Pesa. Vous savez, il y a un service mobile qui est très populaire en Afrique aujourd'hui qu'on appelle le M-Pesa, qui permet de pouvoir, qui a permis de sortir des millions, n'est-ce pas, de personnes, n'est-ce pas, ou plutôt a permis à plus de millions de personnes d'accéder aux services financiers pour la première fois, quelle que soit la position où ils sont n'est-ce pas, dans leur pays, dans les zones reculées ou pas. Donc, ces entreprises utilisent la technologie pour faciliter l'obtention de prêts également pour les petites entreprises et d'autres services financiers.
Donc, l'impact des Big Tech est très significatif en Afrique et contribue également à l'amélioration, n'est-ce pas, à l'inclusion financière et à l'accès aux services financiers. En plus, ces entreprises permettent de créer des emplois et permettent ainsi par cela de pouvoir stimuler la croissance économique dans ces pays-là. Donc c'est un secteur d'avenir, c'est un secteur qui est très porteur et c'est vrai qu'il n'est pas encore à un niveau où ils peuvent compétir bon avec certaines compagnies de la Silicon Valley aux États-Unis, mais je pense que de plus en plus la technologie étant universelle, eh bien, il faut que nous soutenions, nos gouvernements soutiennent ces entreprises-là en trouvant, les aidant à trouver des financements qui permettront donc à ces entreprises de devenir des Google de demain, des Facebook de demain ou des Apple de demain. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut dire par rapport à l'Afrique. Alors, certaines entreprises se distinguent en Afrique. On connaît un petit peu des entreprises, des fintech comme Flutterwave. Flutterwave, c'est une entreprise, c'est ce traitement de paiement qui permet aux entreprises d'accepter des paiements de n'importe où dans le monde. On a parlé tout à l'heure d'une PESA également. Oui. Il y a de OP, une plateforme d'argent mobile qui propose une variété de services financiers, notamment les paiements également, les prêts et les investissements. Au Ghana, on a une entreprise qui s'appelle Wave, qui est une plateforme d'argent mobile également, qui est très populaire au Ghana et au Sénégal. Et bon, donc on a beaucoup d'entreprises comme ça qui sont spécialisées dans la finance et qui ont mis, n'est-ce pas, leur expertise, n'est-ce pas, dans les services financiers et permet donc aux populations de pouvoir avoir des options pour pouvoir gérer leur monnaie, gérer leur argent, je veux dire, gérer leur budget, gérer leurs investissements. Donc, c'est quelque chose de très positif. Et comment fonctionnent toutes ces fintechs-là, toutes celles que vous avez citées? Pardon, je vous en prie. Comment fonctionnent les fintechs? Les fintech. Oui, en fait, ce sont des entreprises comme toutes les autres entreprises. Hein. Elles ne sont pas différentes de tous les. On a la semaine dernière, enfin lundi passé, nous avons parlé des startups. Effectivement. Elles fonctionnent comme toutes les entreprises normales, c'est-à-dire que généralement elles commencent à un niveau très bas, c'est-à-dire que 2 ou 3 personnes commencent l'entreprise, ensuite l'essentiel, le problème majeur dans ces entreprises, dans ces startups, c'est de trouver les financements, des investisseurs qui vont les aider à pouvoir mettre leurs idées, n'est-ce pas, de pouvoir traduire leurs idées en entreprises réelles. Et donc c'est là le grand problème. Et ces fintechs là qui sont spécialisés dans la finance, eh ben ils ont un certain nombre d'entreprises également, ou bien d'opportunités pour pouvoir trouver des financements. Plusieurs startups font dans l'aide, n'est-ce pas, dans le financement n'est-ce pas, des autres startups et utilisent, n'est-ce pas, plusieurs méthodes pour pouvoir satisfaire donc ces clients potentiels, notamment en utilisant, en créant des participations, n'est-ce pas, en créant des possibilités, des plateformes de participation, n'est-ce pas, des personnes, des investisseurs qui peuvent participer à financer des entreprises. On connaît des plateformes où les créateurs, n'est-ce pas, de ces fintechs-là vont poser leurs problèmes ou bien leurs demandes de financement et, n'est-ce pas, il y a comme, une opportunité pour eux, n'est-ce pas, de pouvoir obtenir des investissements, n'est-ce pas, dans plusieurs pays dans le monde, de plusieurs parties, plusieurs personnes dans le monde qui peuvent venir, n'est-ce pas, soutenir ces entreprises-là. Bon, mais également, il faut s'assurer que ces jeunes qui mettent ces fintechs sur pied sont également bien formés à la gestion des entreprises, parce que une des raisons pour lesquelles seulement 40% de ces entreprises réussissent à survivre les 2 ou 3 premières années, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas encore la maîtrise de la gestion de leurs entreprises, ils n'ont pas l'expérience nécessaire pour pouvoir gérer les fonds qui leur sont alloués, et donc ça résulte souvent à des catastrophes
et qui font que finalement, seulement 40% de ces fintechs-là survivent. Et c'est un problème. C'est un problème de formation, c'est un problème d'éducation. Je pense que c'est important pour ces entreprises, pour ces jeunes de pouvoir se former. Et il y a des incubateurs dans plusieurs régions, dans plusieurs pays qui permettent donc de pouvoir former ces gens qui proposent des services fintech. Il y a des espaces où ils peuvent aller se former, il y a des universités, il y a des centres de formation, où n'est-ce pas, de plus en plus en Afrique, où les gens peuvent aller se former par rapport à la gestion, n'est-ce pas, de leur start-up. Voilà, donc ce sont des choses qui sont importantes pour éviter, n'est-ce pas, de tomber en faillite très rapidement. Merci, et que pour sortir, le temps nous tient. Déjà, on va sortir avec cette dernière question. Quelles sont les offres financières et bancaires que proposent les fintechs? Bon, les fintechs peuvent avoir plusieurs services qu'ils proposent. Tout à l'heure, on a parlé, n'est-ce pas, n'est-ce pas, d'aider, par exemple, les différentes populations dans différentes régions reculées d'Afrique, de pouvoir avoir accès, par exemple, à leur compte bancaire, de pouvoir avoir accès au financement, de pouvoir accès, n'est-ce pas, à la communication, de pouvoir, n'est-ce pas, acheter, n'est-ce pas, des bitcoins, vous voyez, il y a beaucoup de services, n'est-ce pas, dont les populations ont besoin, qui sont difficiles d'accès parce que nos régions ne sont pas très bien équipées en général, mais qui, avec les solutions endogènes qu'offrent ces fintechs-là, peuvent avoir accès à cela. Et quand on parle du Bitcoin, par exemple, vous n'avez pas besoin d'être au Cameroun pour, n'est-ce pas, faire des transactions avec quelqu'un qui est en Russie. Quelle que soit la position où vous êtes, vous pouvez faire des transactions avec des gens partout dans le monde. Donc, ça permet comme ça de pouvoir faciliter la communication, de faciliter les transactions entre des personnes situées à des positions géographiques différentes à travers le monde. Et donc, que vous soyez en Afrique, en ville urbaine ou en zone rurale, eh bien, ces fintechs-là vous proposent l'accès à tous les services que ceux qui sont dans les grandes villes ont. Vous voyez, donc les cartes bancaires, je sais pas moi, les financements auprès des banques, les comptes bancaires, et tout un tas de services, n'est-ce pas, dont la nécessité se fait sentir à leur niveau. Donc, je pense que ce sont des choses qui sont prouvées aujourd'hui, qui fonctionnent bien et qui permettent donc, si on parle simplement envoi d'argent, vous savez, vous avez des enfants qui sont au Canada, aux États-Unis, qui ont besoin d'argent, vous êtes au village quelque part, eh bien, vous n'avez pas besoin d'avoir nécessairement un compte bancaire à Yaoundé pour pouvoir accéder à votre compte bancaire. Vous êtes dans votre village, vous pouvez, à travers, n'est-ce pas, les fintechs, les opportunités qu'offrent les fintechs, n'est-ce pas, accéder à votre compte bancaire, accéder à votre argent et l'utiliser, n'est-ce pas, comme bon vous semble. Voilà un petit peu, ce sont les solutions pratiques que ces fintechs offrent à nos pays. Merci, Monsieur Eke. Et c'est avec cela que nous allons fermer cette émission. C'est un plaisir de vous avoir. Merci également d'avoir édifié nos nombreux téléspectateurs sur ces différentes questions économiques. Je vous en prie, merci. C'était un plaisir pour moi. Je vous en prie. On se dit à lundi prochain, Monsieur Eke. Mesdames, Messieurs, c'est la fin. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.